On poursuit dans un monde d'entrepreneurs, toujours au Salon des entrepreneurs de Paris. Et on le sait, la vie des entrepreneurs, c'est beaucoup de nouveautés, de choses pas prévues. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Patrice Béguet soit avec moi pour démarrer cette émission. Bonjour Patrice. Bonjour Thomas. Alors chez BPI France, il y a pas mal de nouveautés. Et une nouveauté essentielle pour les créateurs d'entreprises, c'est BPI France Création. Eh bien, ma nouveauté à moi, je vais vous donner un scoop, c'est l'arrivée de Julien Noronha chez BPI France. Fondateur de WeDoBiz. Exactement, avec vous. Et donc, on est ravis qu'un grand patron de médias rejoigne la banque, qui est en train de devenir aussi une banque au plus près de tous les entrepreneurs, que ce soit les créateurs comme ici, les startups, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes. Donc, le message qu'on voulait faire passer ici, on le voit auprès de toutes ces femmes et tous ces hommes qui foisonnent, et c'est extraordinaire. En un mot, créateurs d'entreprise, tentez votre chance parce que nous, on vous aide à la trouver. Alors, je le disais, la nouveauté, c'est BPI France Création. Vous vous rapprochez de la FE. Alors exactement, un PCE d'ailleurs. Toutes les activités en fait de la création d'entreprise, de la FE, ce qui était également à la Caisse des dépôts et consignations, rejoint en fait la dynamique de BPI France pour une raison très simple, c'est qu'un entrepreneur, il a peu de temps. Et donc, il faut que quand il pense, si vous voulez, à une époque, quand on pensait Internet, on pensait Wanadoo. Maintenant, quand on pense entreprise, eh bien, on pense BPI France. Sur WeDoBiz, encore mieux. Toujours. Patrice, je sais que dans ces temps qu'on vit aujourd'hui, la place de l'entrepreneur dans notre société est essentielle, sa responsabilité aussi. On démarrait cette émission autour de l'entrepreneur for impact, Tech for Good. Ça vous parle ? Ça me parle beaucoup parce qu'il y a une notion de valeur derrière ça et une notion d'amour. Moi, je crois qu'il faut vraiment aimer pour entreprendre et entreprendre pour aimer. C'est ce que vous avez fait, vous, en créant WeDoBiz, qui maintenant se développe formidablement bien à travers tous les territoires. Et c'est ce que sont en train de réaliser et faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais de fatalité dans la vie. Il n'y a pas parce qu'on se retrouve au chômage, ça nous arrive tous arrivé à un moment, en difficulté. Eh bien, c'est une occasion formidable de créer. Moi, tout à l'heure, j'ai vu une personne qui est arrivée dans mes bras en train de pleurer. Elle me dit, je dois vous dire, on me propose un VIE à l'international. J'ai prise dans mes bras et je dis, je vous félicite. Et elle me dit, je suis triste. Mais non, moi je dis, je suis heureux. C'est ça, entreprendre. Je pense que tu vas également être heureux de découvrir notre invitée, co-animatrice de l'émission, Elsa Hermal. Elle a fondé... En fait, on ne va pas le dire, je vais te proposer de deviner avec moi. Le public peut jouer. Elsa Hermal, bonjour. Bonjour Elsa. Je te propose de pitcher ta boîte. Ça va être un peu différent d'habitude. C'est peut-être une nouveauté pour toi, la pitcher en dessin. Et on va essayer de deviner ici sur le canapé et dans le public ce que tu fais. Attention, c'est parti. Une pomme. Non, oui, une pomme. Un poisson. Ok. Dans le public, vous pouvez jouer, Mathilde, si tu veux faire passer le micro. Nourriture pour poisson, j'entends à gauche. Là, c'est une petite maison. C'est une supérette. Supérette. Tu peux nous faire oui ou non? On chauffe, on chauffe pas? On est bon. Ça, c'est un sourire. Et alors, tout ça donne un smartphone. Donc, c'est une application tu peux commander qui sur relie ton les smartphone. supérettes. Je crois qu'on a une candidate dans le public. Tu vois quoi, toi C'est une épicerie en ligne. Une épicerie en ligne. J'entends épicerie en ligne. Je crois qu'on peut dire que c'est on n'est pas très ça. loin, on n'est pas très loin. Elsa, si tu veux venir t'asseoir, tu vas nous raconter. Effectivement, pas mal. Épicerie, c'est une application qui permet de commander des produits frais, des artisans et commerçants de quartier directement depuis son téléphone et de se faire livrer à la maison, ce qui permet de gagner du temps et de mieux manger. Récemment racheté ou une association, je crois avec Monoprix ou Franprix. Association avec Monoprix, effectivement, qui est le leader du commerce de proximité de qualité et avec qui on a décidé de s'associer pour véritablement réinventer la rue commerçante à l'ère du digital, ce qui va nous permettre d'offrir à toutes les personnes qui souhaitent gagner du temps et mieux manger en ville, de s'approvisionner en produits de qualité directement depuis les artisans en produits frais et les Monoprix et Naturalia. Alors, chez BPI, on aime les entrepreneurs, on aime aussi leur poser des questions. Moi, j'ai pas de questions, j'ai une affirmation. J'achète. J'achète tout de Merci. suite. Je vous donne ma carte en même temps. Donnez-moi la vôtre et je suis client tout de suite.
Voilà. Vous faites en région également ou pas encore? On s'est lancé à Lyon, merci. Et à Bordeaux, il faut faire Bordeaux. On s'est lancé à Lyon, on prévoit quelques villes, je ne veux pas spoiler tout de suite, mais on s'est déjà lancé à Lyon, on s'est lancé en petite couronne parisienne et à Villeurbanne dans la région de Lyon aussi. Et on souhaite se développer dans plus en plus de villes, donc on grandit. Venez nous voir, on va vous accélérer. D'accord, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Alors, il y avait une question de Patrice à Elsa. Elsa, tu as peut-être toi des questions pour une banque comme BPI? Oui, ça tombe bien. Donc, qu'est-ce qui, pour BPI, fait la petite différence sur un projet entrepreneurial qui vous fait vous décider à l'accompagner? Rien que l'année dernière, on a accompagné 82 000 entreprises. Ce qui est, Ça fait beaucoup de petites différences. Non, parce que je pense qu'avec le réseau, le maillage, les 48 implantations, avec nos chargés d'affaires qui font un travail formidable auprès d'entrepreneurs comme vous, en fait, moi, je n'ai pas un conseil. Rencontrez votre chargé d'affaires BPI France. Vous êtes sur Paris? On est basé à Paris, oui, tout à fait. On est basé à Paris. Donc, il faut rencontrer Angelina Simoni, qui est notre directrice régionale. D'accord. Et puis, pareil, c'est innovant. Vous pourrez avoir plein de prêts sur l'INO. Et puis, vous développer surtout. Parce que là, vous avez une idée, vous démarrez une deuxième ville qui est Lyon. Moi, je vous incite d'aller faire Bordeaux, parce que je suis bordelais. C'est plus simple que ça. Et que vraiment, ce type de service à domicile marche du feu de Dieu. Bordeaux crée une révolution formidable au niveau de sa ville. Donc, il faut le faire et puis partir à l'international. Vous savez, ceux qui innovent comme vous et qui allaient partir à l'international comme vous, sont ceux qui font des croissances à 2 chiffres et 2 fois plus vite que les autres. Patrice, je sais qu'Elsa va partir à l'international peut-être grâce à BPI. Toi, tu dois partir aussi. Oui. Donc, je vais te laisser nous quitter. Merci, je sais que merci beaucoup. On avait seulement 5 minutes. À très vite. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Elsa, tu viens à côté de moi. Tu voulais rencontrer aussi des entrepreneurs et il y avait quelques sujets qui te tenaient à cœur, dont le Tech for Good, dont l'entrepreneuriat for Impact. Donc on t'a prévu un petit plateau. Alexandre, si tu veux avancer, comme Elsa, tu vas pouvoir prendre une craie. Tu as de quoi effacer. Alors Elsa, pourquoi Tech for Good? Pourquoi ça te parle? Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on disait un peu précédemment. Moi, si j'ai souhaité entreprendre, c'est parce que j'ai fondamentalement envie de changer les choses. Avec Épicerie, on vient donner une solution d'une part à des personnes pour mieux manger. L'alimentation, c'est un vrai sujet actuel. Et par ailleurs, on vient promouvoir le commerce local et soutenir des petits producteurs grâce à la tech en leur permettant de développer leur activité grâce au digital. Donc c'est finalement des synergies qu'on crée à l'échelle d'un quartier au bénéfice des consommateurs et des petits commerçants. On a plein de beaux projets là, à te faire découvrir, à commencer par celui d'Alexandre. On ne va pas donner ton nom tout de suite parce que tu vas nous dessiner brillamment, j'en suis sûr. Ça va peut-être pas être facile, mais on va voir ce que ça donne. On va essayer. Elsa, tu peux essayer de deviner. Et dans le public également, vous pouvez jouer au Pictionary. C'est parti. Allez, on y va. Pour l'instant, ça reste flou. Des bonhommes. J'entends une réunion. C'est une réunion, ouais. J'entends une réunion à la prod. La prod joue plus vite que le public. Ce sont des smartphones devant eux. Voilà, en plus gros. J'entends réunion dans le cloud, mais je pense que c'est pas ça. J'entends intelligence artificielle. Il lit quelque chose, un transcript de quelque chose? Tu dis oui? Il lit un transcript de quelque chose. Oui. Je dis oui à intelligence artificielle, je dis oui à transcript, je dis oui à réunion. On a presque tout. Il faut juste se concentrer sur cette personne-là. Ouais. Écoute, ce que je te propose, Alexandre, ce que les 30 secondes viennent de passer, c'est de venir t'installer et nous raconter qui est cette personne en 30 petites secondes avant qu'on accueille nos autres invités. Alors cette personne-là, c'est notre CTO, c'est Skinner, qui est sourd. Donc pour lui, participer à des conversations de groupe, c'était impossible. À Ava, on a créé une application smartphone qui est capable de retranscrire des conversations de groupe, c'est-à-dire écrire qui dit quoi en temps réel sur le téléphone. C'est génial. C'est complètement dingue. Vous étiez d'ailleurs, je crois, lauréat du prix Mouv'J. Exactement, oui. Ça en est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a donc cette application qui est disponible sur Android, sur iOS, en France, aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe, depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes qui utilisent cette application
Et c'est pour nous presque tous les jours des gens qui nous disent que ça leur change la vie. 450 millions de personnes dans le monde, sourdes et malentendantes, à qui vous allez changer la vie. Exactement. On va y revenir. Je vais proposer à notre autre invité de prendre ce micro, de prendre une craie et de jouer au Pictionary. Alors attention, encore une fois, dans le public, vous pouvez jouer. C'est parti. De l'amour, un cœur, site de rencontre. Je répète bêtement ce que propose le public. Ah, de l'argent. Tu proposes de l'amour en échange d'argent. Les gens qui t'aiment te donnent de l'argent. Les gens qui t'aiment te donnent de l'argent, c'est ça? On n'est pas loin. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de l'argent. C'est une appli pour que les grands-parents donnent des sous à leurs petits-enfants. On n'est pas loin, on va se concentrer sur notre fameux petit bonhomme également. On entend Love Money dans le public. Et on n'est pas loin également. Eh bien écoute, je te propose de venir t'installer à côté d'Alexandre et nous raconter, Augustin, qui est ce bonhomme? Ce bonhomme, c'est un porteur de projet. Il fait partie des 30 000 porteurs de projets, associations, entreprises, collectivités qui ont créé et financé un projet sur KissKissBankBank, qui est donc une plateforme de financement qui est dédiée à la création et qui permet de financer des projets solidaires, créatifs, innovants. Grâce à une communauté, on invite ces communautés à s'engager auprès des projets pour que les projets puissent se réaliser, s'accélérer et prennent vie. Alors, on a deux autres entrepreneurs qui arrivent, qui sont sur le chemin, un dans le Uber, un encore en conférence, donc ils vont nous rejoindre. On va démarrer. En termes de crowdfunding, les projets Entrepreneurs for Impact, Tech for Good, vous voyez quelle évolution? Il y en a de plus en plus? Il y en a de plus en plus. On nous demande souvent est-ce qu'il n'y a pas trop de projets en financement participatif? Est-ce qu'on ne va pas être saturé de ces projets? Est-ce que le public va toujours souhaiter financer un ultime projet? Eh bien, la réponse, c'est oui, parce que les projets sont de plus en plus créatifs, de plus en plus solidaires, de plus en plus innovants. Donc les valeurs qu'ils cherchent à défendre sont toujours plus fortes. Et c'est dans ça qu'il reste encore une multitude de projets à trouver, une multitude de projets à financer, vu qu'on a des problèmes sociaux, des problèmes écologiques à régler collectivement, et que c'est les entrepreneurs qui vont surtout s'en occuper. Et est-ce que chez Ava ou Épicerie, on est passé par le crowdfunding pour démarrer? Chez nous, on n'est pas passé par le crowdfunding, on est passé par du Love Money, effectivement, mais avec des business angels qui nous suivent depuis le départ. Mais effectivement, c'est vrai que le crowdfunding, moi, je suis hyper intéressée parce que je pense, enfin, tu vas peut-être nous en dire plus, Augustin, mais ça doit être la première brique finalement pour ces entrepreneurs pour se lancer quand ils n'ont pas forcément la possibilité tout de suite de lever des fonds au départ. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'intervenir lorsque son projet est le plus abouti possible. Et eh bien, c'est un peu de sortir du bois, de présenter à tous son projet, d'incarner un maximum le projet. Et on vient soutenir avant tout les valeurs que vous souhaitez défendre. Et c'est ces valeurs-là qu'on vient présenter, comment on y répond. Et en effet, enfin, se présenter et soutenir l'entrepreneur qui est derrière ça. Alors, des valeurs chez Ava, il y en a, mais alors du coup, sur le crowdfunding, vous êtes passé par là? Crowdfunding, oui aussi. On s'est adressé directement aux futurs utilisateurs. Et en fait, ça a extrêmement bien marché. On a rempli l'objectif et on l'a très largement dépassé immédiatement. C'était quoi l'objectif, juste pour se rendre compte, pour les entrepreneurs là, qui se lancent, qui nous suivent? Ils savent d'ailleurs pas toujours à quel niveau fixer l'objectif. Oui, c'était au début, pour commencer, 75 000. Et au final? Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais beaucoup plus. C'est une belle campagne quand on sait que la moyenne est autour de 6 000 € sur les campagnes de financement. C'est une très belle campagne que vous avez faite. Et oui, donc c'était génial parce que ça montrait que voilà, ça correspondait immédiatement à un besoin réel. Et donc on savait qu'il y avait presque juste à développer le produit. Il y avait déjà la demande, il y avait déjà des gens avec qui co-développer le produit. J'imagine que c'est plus facile d'aller chercher, embarquer une communauté quand on a un vrai message voilà, qui œuvre pour le bien de la planète, pour le bien de l'humanité, des humains, des citoyens. Du coup, comme il y en a de plus en plus, comment on fait la différence d'un projet à l'autre? Est-ce que c'est difficile maintenant de sortir du lot, Augustin?
Je ne pense pas parce que les problèmes, encore une fois, sont toujours là. Et il suffit simplement de bien présenter les valeurs qu'on souhaite défendre. Vous allez toujours retrouver une communauté qui partage ces valeurs et qui cherche des solutions pour mieux consommer, pour soutenir le commerce local, pour soutenir l'énergie durable. On va trouver des communautés et donc on va toujours avoir besoin de solutions et une communauté qui va être prête à vous soutenir pour ça. Quand on parle d'entrepreneur for impact, faut avoir une vraie envie d'y aller. C'est facile, ça prend du temps, c'est comme toute entreprise. Je pense que quand on est de toute façon drivé par des valeurs et une passion qui nous anime, c'est ce qui nous porte à nous dépasser, à être extrêmement résilient. Donc pour moi, c'est plutôt une source de créativité et de construction, d'imaginer des solutions. Après, effectivement, on peut être face à des problématiques de remise en question des modèles économiques. Donc effectivement, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir toujours un modèle économique viable derrière, parce qu'effectivement, on ne peut pas œuvrer pour l'impact si on n'a pas derrière une vraie résilience économique. C'est une bonne transition pour demander à Ava quel est le business model. Comment ça marche? Le business model, c'est un système d'abonnement. Donc il y a 5 heures d'utilisation qui est gratuite par mois pour tout le monde. Et ensuite, il y a un forfait illimité qui est à 30 € par mois. Et sachant que l'abonnement est pour les personnes sourdes malentendantes, leur entourage n'aura jamais à payer pour utiliser l'application. Donc c'est le malentendant qui paye, c'est ça ? Alors, ce n'est pas forcément directement lui qui paye, puisqu'il y a tout un ensemble de solutions. Par exemple, il peut se rapprocher de sa MDPH, Maison départementale de personnes handicapées, qui peut rembourser à peu près les 2 tiers de l'abonnement. L'abonnement peut être payé par l'entreprise. Ça rentre dans d'autres budgets, dans le cadre d'un aménagement de poste de travail. Et enfin, il peut y avoir son entourage qui lui offre cette application qui a un coût réel de fonctionnement. Et en plus, je crois qu'il n'y a que celui qui lance l'application qui paye pour les autres qui suivent. Exactement. Si moi j'ai un abonnement, tout le monde autour de moi pourra utiliser l'application avec moi gratuitement. Vous avez été soutenu par des acteurs publics dans votre démarche pour justement vous aider à financer le développement de cette plateforme ? Oui, on est donc en discussion en ce moment avec la BPI, avec c'est un ensemble d'acteurs publics. T'as attrapé la carte de Patrice ? Elsa pourra je te la donnerai. Merci. Pardon, du coup, je checkais juste l'heure et voir si nos invités les 2 autres sont arrivés. Pas encore. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Tu l'as pas prise ? Non. Non, mais si tu veux, je peux Allez, prendre le vas-y, relais. je te laisse. Donc, moi, je sais, Augustin, du coup, que tu travailles principalement sur les projets food tech et agri-tech. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, aujourd'hui, tu t'adresses à des acteurs qui ne sont pas forcément très familiers avec la tech ou avec le financement. Comment tu les abordes et est-ce qu'ils sont intéressés par les solutions que vous pouvez proposer ? Oui, ils sont passionnés, très intéressés, très curieux. Pourquoi ? Parce que c'est des acteurs qui ont suivi un modèle très traditionnel, très classique pendant des années. On se rend compte que ces modèles-là, si on prend l'agriculture, eh bien, il est nécessaire de le transformer totalement. Et donc même ces acteurs finalement très classiques sont de plus en plus connectés, recherchent des solutions les plus innovantes, les plus modernes, se remettent beaucoup en question et donc font preuve de curiosité et donc vont voir des acteurs comme les plateformes de financement ou qui proposent des solutions digitales et agritech qui leur permettent plus peut-être d'autonomie, plus meilleure gestion des coûts, une meilleure gestion agronome. Voilà, il y a plusieurs valeurs. Alors, on est sur un event, donc c'est difficile de gérer les timings de tout le monde. Je vois que Lumna est arrivée. Lumna, on ne va pas dire ce que tu fais tout de suite, on va faire un jeu. Je ne sais pas si on te voit à la caméra. Pas encore. Lumna, avant de t'asseoir, tu peux rester debout. Je vais te proposer de pitcher, mais de pitcher d'une manière un peu différente, de pitcher au Pictionary. Tu vas avoir 30 secondes pour nous faire deviner ce que fait ta boîte. Je crois que tout le monde ne sait pas ce que tu fais, dans le public non plus. Tu as des craies ici. C'est pas grave si tu es nul en dessin. Et après, on va te laisser pitcher pour de vrai. On y est tous passés. Hein. Tu as les craies ici. Et donc, 30 secondes. On a un peu coupé dans notre émission, mais j'avais envie que vous rencontriez ce que fait Lumna et Lumna. Attention, 30 secondes, c'est parti. Une femme.
Alors, je précise que les entrepreneurs ne savaient pas qu'ils allaient passer... Ça fume. C'est... Il y a quelqu'un qui dit un café. C'est Un une petit soupe. plat chaud, une soupe. Pourquoi pas? Ça peut être une soupe. Elle mange, elle fait à manger. Ah, elle fait à manger, Lumdan dit oui. Et du coup, les gens sont contents. Donc c'est une cuisinière et elle fait à manger pour plusieurs personnes. Pour plein de personnes. Ah, tu savais qu'elle allait faire d'autres personnes. C'est des mamans qui cuisinent? C'est ça? Alors attends, Lumna, je te propose de venir t'installer avec nous. Alexandre va te prêter son micro. Tu peux t'installer avec lui. Alors Lumna, donc, ta boîte, c'est Meet My Mama. C'est ça, c'est Meet My Mama, donc des mamas qui cuisinent, qui préparent leur spécialité avec amour. Tout est fait maison et elles font ça pour des entreprises, pour les événements, donc du type traiteur. Alors, si on dit juste traiteur, ça rentrerait pas trop dans notre émission Entrepreneur for Impact. Ouais. Ça va un peu plus loin que ça. Ça va un peu plus loin que ça. J'ai essayé de dessiner une main qui fait comme ça pour symboliser l'empowerment. Mais du coup, Meet My Mama, c'est à la fois donc, une plateforme traiteur, mais aussi un programme d'empowerment qui s'appelle Empower My Mama, où on accompagne, on forme, on inspire ces femmes pour qu'elles puissent passer d'un statut de femme au foyer, migrante ou réfugiée, à un statut de femme chef, indépendante et entrepreneur. Et ça, ce sont des femmes qui aimeraient, qui ont toujours rêvé de vivre de leur cuisine. C'est ça, elles ont toujours rêvé de vivre Mais de qu'il y avait leur des cuisine. freins. Elles sont passionnées, mais elles ont des freins, comme la barrière de la langue, comme le manque de confiance en soi, comme le manque de réseau, le manque de financement, le manque de formation. Et donc l'idée, c'est vraiment de casser tous ces freins et de leur permettre de vivre de leur talent. Et comment vous les trouvez alors, ces mamas? Alors, au départ, on allait voir des associations, soit pour l'insertion professionnelle de femmes, soit pour les réfugiés. Mais ensuite, ça a été vraiment ces femmes-là qui sont venues à nous ou leur famille. Donc, très souvent, leur enfant qui nous dit « Mais ma maman cuisine hyper bien, il faut que vous l'activiez. Elle a du mal à trouver un emploi et avec vous, elle peut avoir votre chance. » Et grâce aux médias, donc, elle nous contacte très facilement maintenant. C'est combien de mamas, justement, qui travaillent avec vous aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on a plus de 200 femmes dans le réseau et on a une cinquantaine qui travaillent avec nous régulièrement. On parlait tout à l'heure avec Augustin et Alexandre des financements. Ça a été compliqué de financer les débuts? Ou on trouve très vite des soutiens avec un projet avec de l'impact comme celui-ci? C'est vrai qu'on trouve vite des soutiens avec un projet avec de l'impact, mais en fait, on a décidé de se débrouiller. On était vraiment à découvert. On n'avait pas de. Moi, je vivais de la bourse du Crous. On n'avait pas de financement en propre, et du coup, on avait un modèle un peu d'épicier, du coup, dans notre manière de travailler. C'est-à-dire que dès qu'on avait un besoin, on l'achetait, mais c'était des achats très basiques, des investissements très basiques, comme un couteau de cuisine, parce que les mamas n'en avaient pas forcément. C'est le premier investissement de la boîte, je crois. C'est le premier investissement de Meet My Mama, voilà. Mais du coup, on s'est débrouillé un peu sans argent, en faisant tout nous-mêmes. Donc, c'était hyper compliqué au début. On est passé par tous les métiers, de la livraison, commis de cuisine, serveur, mais à la fois l'administratif, le financier. On n'avait pas les moyens de se payer une équipe, etc. Donc on a vraiment fait tout nous-mêmes au début pour prouver déjà notre modèle, pour prouver le besoin aussi. Et ensuite, des financements sont arrivés, donc, soit pour la partie Empower My Mama. Donc là, on a des réseaux de mécènes qui nous ont soutenus. Donc, je cite par exemple Entreprendrez Plus, mais aussi des fondations comme Carrefour et Accenture qui nous a soutenus. Mais sur la partie entreprise, c'est vraiment c'est grâce à nos clients. Grâce à nos clients qui ont été hyper engagés depuis le début, qui ont osé, qui ont fait le pas de prendre Meet My Mama pour tous leurs événements traiteurs. Et c'est vraiment grâce à ça qu'on s'est développé. La vraie vie des entrepreneurs, au début, en fait, on fait tout. Ouais, et je pense que ça fait partie aussi de la clé de succès, c'est de passer par un petit peu cette phase où on bricole et on fait tout nous-mêmes pour après pouvoir engager des personnes qui deviennent les responsables et les pilotes de ces sujets-là. Ouais, ça nous permet de bien comprendre chaque métier de la boîte, c'est important. Alexandre, la boîte, pareil, chez Ava, ça a vite grandi. Ça a assez vite grandi. Aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes. Mais il y a quand même eu une première phase où on a pris le temps à quelques-uns de vraiment comprendre le besoin et de créer un produit qui réponde. Par exemple, assez tôt dans l'histoire de la boîte, il y a eu un pivot. Le premier produit, c'était pas Ava tel que je vous l'ai présenté, c'était un gant qui permettait aux sourds de signer et d'être compris de personnes entendantes. Donc le gant comprend la langue des signes,
et la retranscrit, et il y a une petite voix artificielle qui va expliquer ce que la personne dit. Et ça existe toujours, ce gant? Alors nous, on ne le fait pas. Il se trouve qu'il y a d'autres gens qui essayent de le faire en ce moment, mais on s'est surtout rendu compte que ce n'était pas le plus grand besoin des utilisateurs. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on parle beaucoup de pivot dans les boîtes. Pourquoi elles pivotent? Et c'est le pourquoi que je trouve particulièrement intéressant. Et là, donc avant le pourquoi, c'est le comment est-ce qu'on se rend compte qu'il faut pivoter. Et le comment, ça a été en discutant avec des centaines de sourds malentendants pour comprendre quel est leur vrai problème. Et c'était en fait de comprendre plus que d'être compris. Puisque si on ne comprend pas la conversation, on n'a pas de porte d'entrée pour pouvoir s'exprimer. Donc qu'on sache s'exprimer ou pas, de toute façon, on ne peut rien faire. Il y a eu du pivot chez Meet My Mama? Il y a eu des tests. Voilà, des tests. Des tests. Au départ, en fait, on est arrivé et on a juste dit, on a des chefs hors pair, elles ont de l'or entre les mains, et donc on propose des cuisines du monde faites maison par ces mamas. C'est tout ce qu'on a dit. On n'a pas donné de solution. Donc c'est les clients vraiment qui sont venus avec des solutions. Certains nous ont demandé de réaliser des prestations traiteurs, on l'a fait. D'autres nous ont demandé donc de faire du chef à domicile, on l'a fait. Des ateliers cuisine, on l'a fait. Vendre des produits, on l'a fait. On nous a demandé de gérer une cantine, on l'a fait, mais plus tard. Et du coup, cette première phase de Meet My Mama, on a vraiment tout testé. On a aussi fait un concept de restaurant éphémère, et ça nous a permis de comprendre ensuite où est-ce qu'on voulait se concentrer. En fait, tu testes tout, tu regardes ce qui fonctionne moins, ce qui rapporte des sous, ce qui en rapporte moins. Exactement. Et là, tu te réorganises. C'est hyper important, ce qui est rentable déjà, mais aussi ce qui nous plaît à nous et ce qui plaît à nos mamas, de quoi elles ont besoin réellement. Donc c'est grâce aux phases de test qu'on a pu nous concentrer aujourd'hui sur l'activité de traiteur. Du coup, alors toi, tu as écouté tes clients, tes partenaires, tes mamas, toi, vos futurs clients. Chez Épicerie, il y a eu des écoutes comme ça que vous avez eues, qui ont chamboulé la boîte? Oui, il y a eu beaucoup de chamboulements. Il y en a encore d'ailleurs, mais nous, on a beaucoup travaillé au départ avec les petits commerçants pour comprendre quels étaient leurs besoins en boutique, leurs frustrations. On s'est très vite rendu compte qu'en fait, 80% du trafic qu'ils avaient en boutique, c'était le week-end. Donc en semaine, finalement, ils avaient des frais de fonctionnement, des frigos, des employés, etc. à gérer, mais qu'ils avaient pas forcément de clients dans la journée ou pas beaucoup. Qu'aussi, ils se rendaient compte qu'en fait, les gens avaient de moins en moins l'habitude d'aller en boutique, de moins en moins le temps d'aller en boutique. Et ils faisaient face effectivement à des acteurs soit à 100% e-commerce, soit de la distribution traditionnelle, qui ont la possibilité de faire du e-commerce, de la livraison à domicile, d'avoir des horaires très étendus. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Épicerie comme on l'a fait, parce que c'est en fonctionnant avec les commerçants et on continue de fonctionner avec eux qu'on développe un service qui correspond au mieux finalement à ce dont ont besoin les commerçants et aux attentes des clients. Alors, cette émission, je ne vais pas dire que c'est n'importe quoi parce qu'on est tout en décalé, mais on a notre dernier invité qui vient d'arriver. C'est le fondateur d'une boîte dont on ne va pas vous parler tout de suite. Je te propose de venir avec nous et finalement de ne pas t'asseoir. Tu peux rester assis juste 2 secondes, je vais t'expliquer le principe. Tout le monde a joué le jeu du Pictionary. Une expérience que tu n'as peut-être pas encore faite dans ta vie d'entrepreneur. Tu as l'habitude de pitcher. Là, on va te proposer de pitcher en 30 secondes. Et tous ensemble, parce que tout le monde ne sait pas ce que tu fais, dans le public non plus, on va essayer de deviner ce que fait ta boîte. Tu as des craies juste à gauche. Et les caméras braquées sur toi. Vous avez des micros, vous pouvez jouer. On te prend au débeauté, hein. Fallait arriver un peu avant pour le brief. C'était bien la plénière? C'était bien. On va en parler. Attention, 30 secondes. Adrien, Kevin, c'est bon pour toi? C'est parti. Une chaise, non. Un chariot. Oh là, je suis bon au Pictionary. Des courses, un caddie. Ça aurait été le lien. Je n'arrive pas à lire. La livraison. Déjà, je suis myope. Tu mets les courses dans un bac. Recyclage. Ah oui, c'est ça. On joue dans le public. Les emballages. Les invendus. Et il fait signe la tête, c'est invendu, c'est ça. Valoriser les invendus, tu dis? Eh bien, écoute, si c'est ça, à peu près, on arrive aux 30 secondes. Je te propose de venir t'installer avec nous. Tu peux me redonner ton prénom, excuse-moi, je l'ai.
Jean, on va te proposer un micro. Il y a mon associé Baptiste qui est là s'il veut participer avec moi. Fondateur de Phoenix. Ouais. Tu peux nous raconter du coup un vrai pitch de ce qu'est Phoenix? D'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de dessiner là. On est une alternative à la gestion historique des déchets. C'est-à-dire que nous, on va dans la distribution chez les industriels et on récupère tous les invendus, donc les produits moches, hors calibre, déclassés, proches de la péremption, qui auparavant étaient jetés, incinérés, enfouis, détruits par des prestataires de gestion traditionnelle des déchets. Et avec Phoenix, on leur donne une deuxième vie à travers 3 filiales. La première, c'est le consommateur. Donc on a une application qui connecte les magasins et les consos pour récupérer les invendus en date courte à moins 30, moins 40, moins 50%. Vous pouvez tous télécharger dès à présent. Deuxième créneau, c'est les assos caritatives. Ce qui n'a pas été vendu sur l'appli, on le bascule sur un réseau de dons associatifs et ça part chez les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours islamique, la Banque alimentaire, le Secours populaire. Et c'est donné à des bénéficiaires derrière, plutôt que à la poubelle. Et le troisième truc, après le conso et les assos, c'est les animaux. Et donc ça part chez une ferme, un parc animalier, un centre équestre, la SPA. Dans la même logique de nourrir plutôt des gens ou des animaux qu'un incinérateur ou qu'une poubelle ou qu'un centre de tri. Il y a peut-être des synergies avec l'épicerie. Bah écoute, ouais, on aura l'occasion peut-être d'en reparler après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir maintenant est-ce que vous arrivez à estimer combien de déchets vous arrivez à sauver chaque année? Oui, absolument. Donc nous, on est une jeune boîte, on a 4 ans et demi. On est allé assez vite parce qu'on a créé 120 emplois en 4 ans. Là, on approche des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2018. Et donc en impact extra-financier, on a sauvé 60 millions de repas de la poubelle depuis le début de l'aventure Phoenix en 2014. Donc on commence à avoir un impact significatif. Ça représente grosso modo entre 4,5 et 5% de l'aide alimentaire en France sur la partie dons aux assos. Et donc tous les jours, on sort de la poubelle à peu près 1000 tonnes de déchets. Enfin, c'était pas vraiment dans une poubelle. Non, c'est des produits qui sont encore consommables. C'est ça, c'est pour la figure. C'est pas des produits qui sont javellisés, qui sont écrasés, etc. Là, dans l'actualité, on a entendu un distributeur indépendant de chez Leclerc. Voilà. Peu importe. Le groupe Leclerc a dit que c'était pas normal. Il y a une loi qui oblige les distributeurs à redonner les produits en fin de vie. Certains avocats, à l'initiative d'ailleurs de cette loi, demandent à ce qu'il y ait justement une punition un peu plus grande. Ouais. Vous poussez à ça? Non, vous voyez d'autres manières de faire? C'est pas notre position, pour être honnête. Nous, il y a sur la thématique du gaspillage alimentaire et des invendus, il y a 2 dispositifs. Il y a un dispositif qui est plutôt incitatif, qui récompense les comportements vertueux via de la fiscalité verte, en fait. C'est-à-dire que les magasins qui donnent des biscuits, du lait au Resto du Cœur peuvent récupérer une partie de la valeur en réduction d'impôt. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour les bons élèves. Et après, le cas que tu cites sur le Leclerc en question, c'est l'envers du décor, c'est plutôt un dispositif punitif. Donc il y avait la carotte, là c'est le bâton qui a été rajouté il y a 3 ans et qui a vocation à taper sur les doigts des magasins qui, malgré cette fiscalité incitative, continuent de mettre à la poubelle avec de l'eau de javel ou du desktop des invendus propres à la consommation. Mais nous, philosophiquement, on est plutôt pour récompenser les bons élèves que pour taper sur les mauvais élèves. Après, les 2 dispositifs sont complémentaires, mais on est plutôt pour la première version du truc. On va te poser la même question qu'à nos autres invités. Est-ce qu'avec un projet comme ça d'impact, alors là, toi, tu es en B2B pour le coup, est-ce que c'est plus facile d'aller chercher des soutiens, des financements, des partenaires? Alors, la bonne nouvelle pour les gens qui voudraient se lancer, c'est que c'est un sujet à la mode. Donc, effectivement, les boîtes à impact attirent des talents. Essentiel aussi, oui. Ouais, on recrute des développeurs plus facilement, on recrute des gens qui sont contents de mettre leurs compétences au service d'une cause qui a une utilité sociale, environnementale. Ça, c'est cool. On attire des capitaux aussi. Il y a pas mal de finances responsables, de ce qu'on appelle d'impact investing. Donc il y a des fonds qui sont dédiés à des boîtes comme la nôtre. Il y en a d'autres, on n'est pas les seuls, mais qui ont un impact positif sur la planète. Il y a des fonds dont c'est le seul mandat en fait, de faire du bien, de donner du sens à leur argent. Et après, en revanche, la seule limite à ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore peu de boîtes à impact qui ont passé des échelles, qui ont passé des caps. Et donc ça peut faire peur à certains fonds traditionnels qui financent de la fintech, du big data, de la ad tech. Et entre une énième boîte qui va faire du mobile marketing et un Phoenix qui est un peu un animal hybride, ils vont préférer sécuriser un truc qu'ils connaissent avec un modèle SaaS qu'ils vont pouvoir revendre avec une culbute. Donc on a encore un peu le cul entre 2 chaises, entre les fonds d'impact qui sont nombreux mais qui n'ont pas des énormes moyens et les fonds qui financent les Doctolib, les Blablacar qui n'ont pas encore la mentalité pour aller sur des boîtes. D'où l'importance dont tu parlais tout à l'heure d'avoir un vrai business model. Ouais, c'est clair. Et je pense que là, dans ce cas précis de Phoenix, le business model, il est assez évident.
Moi, ce que je me demandais, c'est justement pour en arriver là, d'où est venue finalement l'ambition de Phoenix. Quelle était la petite étincelle? On parlait de passion tout à l'heure. Quelle a été la petite étincelle qui a fait naître ce projet? On est deux, il y a Baptiste et moi. On a commencé dans la douleur avec une histoire entrepreneuriale qui était compliquée, un truc classique de 3 associés qui finissent à 2. Et l'étincelle de départ, c'était plutôt du site aussi. C'est-à-dire, on avait tous vécu, comme vous et moi, le moment où on part en week-end prolongé 3-4 jours, où on part 3 semaines en vacances, et on se retrouve à jeter à la poubelle des fruits, des yaourts, parce qu'en fait, on ne sera pas là. Et donc, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen malin avec la techno, le digital, de partager ça avec ses voisins, de les revendre à 1 euro à l'étage en dessous, ou de le donner à la sauce du quartier ou au clochard du coin. Et donc, on a commencé comme ça, plutôt en économie collaborative, et puis ensuite, on a fait, comme souvent, des pivots, et puis on a fait du C2C au B2B. Et c'est comme ça que c'est devenu Phoenix. Avant qu'on conclue, et d'ailleurs je précise pour les gens dans le public qui voudraient pitcher à la fin de cette émission qu'ils auront l'occasion de le faire, on me dit qu'il y a du monde. J'aurais quand même une dernière question pour Augustin, donc KissKissBankBank, sur des projets impact, notamment, mais pas que, pour les entrepreneurs là, qui se lancent. Ils sont nombreux sur le salon. Quel conseil tu donnerais pour réussir son plan de com et réussir sa cagnotte? C'est des conseils un peu basiques. Le premier, c'est d'être exigeant sur les valeurs qu'on souhaite défendre et y répondre avec professionnalisme. Et le deuxième, c'est surtout la sincérité de l'entrepreneur lorsqu'il présente son projet et de le faire avec émotion. Lorsqu'on présente un projet au grand public, on enlève aussi le côté peut-être financier et on présente des éléments plus émotionnels. C'est important aussi et d'être le plus sincère possible. Alors, avant de passer la main, et on va tous jouer, hein, je vois que vous êtes joueurs, de toute façon les entrepreneurs ont les yeux qui pétillent comme les joueurs. Un dernier mot peut-être sur Épicerie, merci d'avoir été là, merci d'avoir co-organisé cet échange avec ces entrepreneurs. Prochaine étape pour Épicerie, tu n'as pas voulu citer le nom, donc tu vas devoir me livrer un autre scoop. Non, effectivement, j'ai pas voulu donner le nom des villes dans lesquelles on va se développer. Aujourd'hui, on essaye surtout de se développer toujours à Paris et à Lyon pour toujours permettre à plus de personnes d'avoir accès au mieux manger. Les petits messages dans les magasins passent en boucle. Hein. Ça tombe bien. Donc notre objectif cette année, ça va être effectivement de continuer de développer le partenariat qu'on a fait avec Monoprix pour pouvoir, dans tout un tas de villes dans lesquelles Monoprix effectue déjà de la livraison, pouvoir brancher finalement derrière les commerçants exactement, et ce qui nous permettra de nous développer rapidement dans toute la France. Et donc faire revivre les centres-villes qui commencent parfois à s'éteindre. Tu m'ôtes les mots de la bouche. On me dit qu'il y a des gens dans la salle, dans le public, au salon des entrepreneurs, prêts à pitcher. Vous pouvez laisser vos affaires. Je vous rappelle, si vous ne l'avez pas vu, le principe, pas de mots, une craie et 30 secondes. Ouais, exactement. Eh ben, approchez parce que le temps passe. Et la craie est juste... Voilà, parfait. Pour effacer celle-là. Et exactement, tu as de quoi effacer. Donc, Augustin, Alexandre, Lumna, Jean, vous pouvez tous jouer. Toi, tu connais le jeu, donc tu es là. Est-ce qu'on a un micro pour le public? Pas de micro pour le public. Il faut crier, on dira ce que vous nous dites. C'est parti, top chrono. Un bac, une piscine. Un maître nageur, un plongeur. Tu vends des piscines c'est de la vente de piscines entre particuliers. Location de piscine entre le Airbnb de la piscine. Bon, en fait, c'était vachement facile à deviner. Tu connaissais? Non. C'est le Airbnb de la piscine, c'est ça? Alors attends, on va tiens, je te donne mon micro et on va se partager celui-là. Merci. Alors vas-y, fais-nous le pitch, raconte-nous où ça en est. Bonjour. Alors en gros, nous on a lancé Swimmy, c'est le Airbnb de la piscine, donc Swimmy comme swim en anglais. L'idée, en fait, Amy comme moi. Amy comme vous. L'idée, en fait, c'est qu'un propriétaire de piscine, aujourd'hui, peut louer sa piscine à un locataire. Donc voilà, on l'a lancé en 2017. Aujourd'hui, on a un peu plus de 20 000 utilisateurs sur le site. Attends, c'est juste parce que je trouve ça quand même incroyable. C'est-à-dire que j'ai des gens qui débarquent chez moi en serviette, en maillot de bain. Et qui... habillé. D'accord. Et sur place. Et donc, en fait, ils viennent pour une après-midi, souvent pour une demi-journée. Et donc, ils louent votre piscine. En fait, aujourd'hui, en France, il y a un peu plus de 2 millions de piscines privées. On est le plus gros pays constructeur d'Europe de piscines.
Et en fait, voilà, il n'y a pas que des très riches qui ont une piscine. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont très contentes de pouvoir la rentabiliser parce qu'une piscine, voilà, ça coûte un peu cher d'entretien. Sur l'assurance, ça marche comment si quelqu'un se noie chez moi? Si quelqu'un se noie chez vous, Ouais. c'est embêtant. Oui, mais ça, je confirme. Alors voilà, c'est embêtant. Après, aujourd'hui, donc bien sûr, les adultes sont responsables des enfants qui les accompagnent, donc ils signent une décharge de responsabilité. Après, nous, on est assuré avec la Maïf, enfin par la Maïf. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que du coup, grâce au collaboratif, les piscines qui sont quand même consommatrices d'eau, puisqu'on est quand même dans Business for Impact, sont valorisées un petit peu plus. Exactement. Et en plus, toutes les personnes, aujourd'hui, il y a quand même 43% des Français qui ne sont pas partis en vacances l'été dernier et qui ont pu du coup profiter d'un instant assez sympa au bord d'une piscine. Donc en fait, à la fois, c'est rentable pour le propriétaire et en même temps, ça a un vrai impact social puisque ça permet non seulement de favoriser la proximité entre les gens, mais aussi à des personnes qui ne peuvent pas forcément profiter de cet instant sympa de le faire. Puis c'est tellement plus convivial de se rencontrer en maillot de bain. Mais bien sûr. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a un dernier entrepreneur qui souhaiterait pitcher dans le public ? Eh bien, on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Il est temps de conclure. Merci à toi. On était donc avec Swimmy qui a osé venir pitcher en fin d'émission, avec Phoenix, Meet My Mama, Ava et Kiss Kiss Bank Bank et Épicerie qui étaient avec nous. Désolé, j'ai pas cité vos prénoms et noms à tous. Merci à tous de ce que vous faites. L'entrepreneuriat for Impact, ça fait des choses pour la société. Ça montre aussi l'importance que peuvent prendre les entrepreneurs dans notre monde. Merci à tous. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes. Toujours en direct, toujours sur We Do Biz, au Salon des Entrepreneurs.